Et ben voilà, bonjour à tous et à tous. Il est 18h03, on est en direct, bien sûr, sur Boursorama pour la suite. C'est pas fini, il y en a encore demain. Troisième édition des Bourses Live. Je vous rappelle, évidemment, que dans moins d'une heure, à 19h, il y aura cette cérémonie. Vous avez rendez-vous avec la cérémonie des remises de prix des Palmes d'Or. On ne sera pas à Cannes, mais on sera bien ici à Boulogne pour cette Palme d'Or des jeunes actionnaires. En attendant, on ne va pas meubler parce que c'est hyper intéressant le sujet qui va nous animer, nous accompagner jusqu'à 19h, c'est l'intelligence artificielle. Alors pour ceux qui aiment la bourse, évidemment, tout le monde a vu que depuis le début de l'année, le Nasdaq prend 30%, qu'il y a de l'effervescence, voire de la folie autour de ces valeurs de l'IA. On ne va pas vous conseiller, vous déconseiller des valeurs, ce n'est pas ça le sujet, mais on va se demander quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur les décisions d'investissement et sur les marchés financiers. Voilà en gros le sujet du jour, même si on va se mettre à hauteur de vue, on va essayer d'expliquer simplement, évidemment, tout ce qu'il y a derrière l'IA. On salue évidemment tout de suite nos 4 invités qui vont débattre, discuter. Rizlen Amrani, bonjour. Cofondatrice et directrice des opérations de QuantCube Technologies. On a également Roland Prévost, bonjour, pour Euronext, Head of Retail, Cash Equity. Il faut arrêter avec ces titres anglo-saxons, là on est en France là. En français. On le dit comment là en français? On dira responsable du trading action en provenance des investisseurs individuels. Voilà qui est mieux. On a également Daniel Aguet. On était ensemble l'an dernier déjà. Oui. Je m'en rappelle. Professeur de finance à l'EDEC Business School et membre de l'Institut français de finance et d'économie comportementale. Et enfin, Benoît de Juvigny pour l'AMF. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général de l'autorité des marchés financiers. J'ai envie de commencer avec Il Professore, même si tout le monde va évidemment réagir, pour déniaiser, pardon de le dire comme ça, c'est ceux qui sont largués. Et je pense qu'il y en a plus qu'on imagine quand on parle d'intelligence artificielle appliquée, encore une fois, au marché financier. En quoi est-ce que c'est, pour vous, vous en avez la conviction, je pense, une vraie rupture technologique? Rupture, je ne sais pas si j'emploierais ce mot-là, je dirais plus une continuité. Parce qu'en fait, depuis maintenant très longtemps, on a des algorithmes qui gèrent automatiquement sur les marchés financiers. On sait, par exemple, depuis les années 80, 90, on avait des dispositifs assez simples qui vendaient automatiquement quand les marchés baissaient. C'était une des raisons du krach de 87, par exemple, où quand les marchés ont commencé à baisser, les produits automatiques ont commencé à vendre, donc le marché a continué à baisser. Et ça, on avait déjà ça depuis les années 90. Maintenant, on a des systèmes automatiques, mais qui apprennent. Ils sont des systèmes apprenants. Aujourd'hui, on parle de l'IA. L'algorithme, lui, n'est pas apprenant. Lui, on lui dit, à partir de tel niveau tu vends, il le fait automatiquement. L'algorithme de départ est bête, mais quand il évolue, on le rend intelligent, on le rend apprenant. C'est-à-dire qu'on lui permet de prendre des leçons et de mettre en place ses propres critères automatiques d'apprentissage. Ça s'appelle aussi machine learning. Et l'IA, normalement, sa grande différence avec l'algorithme traditionnel, c'est que ça apprend un peu. Ça quoi, ça? Ça apprend. Ouais. Ça apprend un peu, ça apprend quelques éléments, donc ça s'adapter aux conditions du marché. La grande différence, à mon avis, se situe là. Ok, je me tourne vers vous, Rizlen, parce que vous êtes une des meilleures spécialistes, une très grande spécialiste sur le sujet de l'IA. Appliqué à la bourse, encore une fois, c'est ce que disait Daniel Aguet, c'est pas juste, encore une fois, un algorithme. On a quand même franchi un cap, même si c'est pas une rupture technologique, à vous de dire d'ailleurs si c'en est une ou pas, mais on a passé un cap, c'est pas juste un système comme un stop-loss qui de manière automatique, dans des conditions prévues, ni plus ni moins, l'IA va acheter ou vendre. Là, aujourd'hui, l'IA, elle peut carrément réfléchir pour savoir si un niveau de stop-loss, il est plutôt à 10%, à 20%, quand on cherche, encore une fois, à programmer, éventuellement écrêter ses gains ou couper ses pertes. Effectivement, si on veut faire l'analogie, donc le trading systématique algorithmique existait depuis des années. C'est souvent des modèles qui sont prédéfinis, donc soit parce qu'on va utiliser des fondamentaux derrière comme règles de décision, soit simplement des modèles statistiques, donc sur des règles de statistiques basiques qui apprennent sur l'historique. Par contre, aujourd'hui, l'IA, ce que ça apporte de nouveau, c'est la capacité à apprendre, effectivement, et surtout, c'est cette capacité, finalement, à ingérer une donnée beaucoup plus massive qui n'est pas structurée et finalement on se retrouve à avoir finalement une armée d'algorithmes plutôt qu'un seul algorithme très simple qui va sur une règle prédéfinie prendre une décision d'investissement, de stop loss ou de changement de régime, etc. On va avoir finalement un modèle qui va par la suite émettre une nouvelle recommandation, peut-être même à un moment donné apprendre sur des phénomènes qui vont arriver suite à la prédéfinition de l'algorithme et changer carrément de modèle de prise de décision et de modèle de choix de régime. Donc c'est là où il y a un vrai shift. Par contre, effectivement,
c'est encore très très fragile aujourd'hui. Enfin, moi, je ne connais aucun investisseur institutionnel, même le plus sophistiqué au monde, qui utilise simplement l'intelligence artificielle pour prendre des décisions de manière... Il y a une capacité à prendre une décision autonome, mais elle reste derrière, ça reste l'apanage de l'homme. De toute façon, le modèle est construit par un humain derrière. Et donc un humain qui va lui injecter une certaine expertise, qui va lui injecter aussi une façon de voir le monde. Et donc là, c'est là où on parle de biais potentiels. Ah oui, c'est intéressant ça. Donc voilà, on ne voit pas le monde de la même manière, on a tous une culture différente, une éthique différente, une compréhension finalement. Des versions risques différentes. Exactement. Et donc ça va être injecté à la machine, en tout cas au tout départ. Donc il y a un biais, pardon, je reviens, il y a un biais comportemental du fait du codeur, du programmeur qui est derrière, qui a codé l'IA, qui peut être plus ou moins adverse au risque. Non, c'est vrai, c'est... Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir une influence du programmeur ou du codeur sur le niveau, par exemple, de prise de risque, le niveau de dynamisme, par exemple, le niveau de réaction par rapport à l'incertitude que va avoir la machine. Ah, c'est intéressant ça. Après, pour moi, je ne sais pas qui a envie de répondre, hein, et en même temps, il y a des questions très concrètes que je me pose, mais juste avant, pour faire le lien avec le fait qu'il y a un biais comportemental ou pas, on reproche au marché financier aux investisseurs d'être un peu des moutons de panurge, de toujours se suivre les uns les autres. Quand ça monte, tout le monde va acheter, quand ça descend, tout le monde va vendre, ou tout le monde vend. Est-ce que l'IA peut permettre de sortir un petit peu de l'émotion, de l'émotivité, encore une fois, des investisseurs? Est-ce qu'on remettra plus de rationalité dans la prise de décision, encore une fois, dans les achats ou dans les ventes? Ou encore, on revient au sujet qui nous animait juste avant, à savoir, ça dépend de comment est codé au départ l'IA. Oui. Alors, l'IA permet aussi de modéliser, d'anticiper le sentiment potentiel des marchés et la réaction potentielle des marchés face à certains types d'événements ou de phénomènes. Après, là où c'est intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle, et c'est un petit peu là où notre activité, nous, se concentre aujourd'hui, c'est apporter un certain avantage informationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une ère où il y a énormément de données, énormément de data. Donc on parle beaucoup de big data et c'est effectivement une ère où c'est vraiment le nouveau pétrole quelque part. Et donc l'IA aujourd'hui permet finalement d'analyser tout type de data. Donc ça peut être une donnée qui est non structurée telle que du texte, qui peut venir de tous les reportings possibles et imaginables, des réseaux sociaux, des news, des blogs, toute l'information textuelle qui peut exister. Ça peut être aussi finalement des données satellitaires. Donc utiliser une image pour pouvoir par la suite anticiper, par exemple, prédire la production agricole, pouvoir utiliser l'image aussi pour mesurer en temps réel la production industrielle, etc. Et donc finalement avoir une meilleure compréhension et avoir un avantage informationnel en temps réel par rapport au marché. Et le fait d'avoir plus d'informations de plusieurs sortes et agrégées effectivement par la suite permettra à l'investisseur... de gagner toujours cette microseconde de plus. Ce n'est pas une microseconde. Oui, là, par exemple, nano, je sais pas. Typiquement, quand on développe des indicateurs macroéconomiques en temps réel, si vous mesurez l'inflation en temps réel basé sur ces données-là, vous êtes 10 à 15 jours en avance de la publication d'un consensus. Vous êtes sur l'inflation mensuelle. Vous êtes 3 mois en avance par rapport à la publication de la croissance économique, 1 mois en avance par rapport à la publication de l'emploi. Et donc, tous ces variables macroéconomiques qui aujourd'hui impactent énormément les marchés financiers. Et on voit très bien que ça crée une hyper-réaction et par moments, il y a même une déviation par rapport aux fondamentaux. Si un investisseur a accès à cette information-là en amont, il y a un avantage informationnel qui lui permet de se positionner tranquillement en attendant que l'information devienne publique. Alors juste, qui veut réagir? Non, c'était le tranquillement qui me faisait rire. Ah non, parce que je trouve que vous décrivez est exceptionnel et j'y adhère complètement. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi un monde où les outils que vous décrivez, tout le monde va les utiliser? En tout cas, tous les grands joueurs sur les marchés, petit à petit, vont les utiliser. Déjà, un peu comme les algorithmes. Un peu exactement comme les algorithmes. Quand on parle de high frequency trading, quand il n'y en avait qu'un seul qui jouait, c'était intéressant. Mais après, tout le monde s'est mis à utiliser. Et sur l'IA, est-ce qu'on ne va pas avoir la même chose avec beaucoup de joueurs qui vont avoir le même type d'outils? Est-ce que ces outils vont être si diversifiés que ça? Est-ce que j'ai pas, excusez-moi, je suis régulateur, donc adverse au risque, et donc je réfléchis en avance, mais cette discussion, je crois, tombe bien. Est-ce qu'on ne va pas avoir un risque de concentration sur les mêmes stratégies de tous ces joueurs qui auront accès aux mêmes entités et qui prévoiront le PIB ou les prix, l'inflation 15 jours avant, comme tout le monde, exactement pareil? Et à ce moment-là, vous pouvez avoir des effets systémiques qui peuvent être compliqués à gérer. Ah oui, c'est pas du tout la même histoire que ce qu'il nous a raconté par Islad. Je continue son histoire. Quand elle dit tranquillement, je dis, est-ce que ça va être si tranquille que ça?
Alors, c'est vrai qu'il y a en tout cas, si je reviens au trading systématique, donc les stratégies d'investissement sont connues, les stratégies de trading sont connues par tout le monde, tout le monde a accès aux mêmes outils, aux mêmes informations depuis plusieurs années. Et tout le monde utilise finalement que les informations de prix de marché pour prendre les décisions d'investissement. Quand on a créé notre société il y a 10 ans maintenant, c'était le constat qu'on avait fait. On avait créé sur cette base de constats en fait. Et on a voulu apporter une nouvelle richesse d'informations via l'analyse du big data et des données alternatives qui n'étaient pas du tout utilisées par les acteurs, les investisseurs classiques. Aujourd'hui, 10 ans après, le constat, et effectivement ce sont des outils qui aujourd'hui sont innovants, en tout cas, mes interlocuteurs et mes clients restent malgré tout les clients. Ça va être finalement les investisseurs les plus sophistiqués. Donc ça va être les hedge funds macro américains, les fonds de pension les plus sophistiqués. On va parler finalement des asset managers, mais ça reste vraiment des entités institutionnelles extrêmement sophistiquées et aguerries. Et aujourd'hui, ils savent très bien, quand ils toquent à ma porte, ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont cette éducation, ils ont cette clairvoyance par rapport aux outils. Ils veulent quoi concrètement ? Ils veulent ces indicateurs en temps réel. Voilà, pour pouvoir avoir un temps plus Absolument. Mais ça reste malgré tout une entité très sophistiquée, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs du marché n'ont pas aujourd'hui accès à ces outils-là. Je partage votre constat, à un moment donné, si je vends à toute la planète et finalement ces outils-là sont aussi partagés avec des investisseurs retail, effectivement, il va y avoir aussi un alpha decay, comme on l'avait pu le remarquer avec le trading systématique quantitatif classique. Mais on n'y est pas encore parce que l'univers des données alternatives, je veux dire, il s'enrichit de plus en plus. On n'y est pas encore. Je pense qu'on a encore plusieurs années devant nous pour pouvoir se dire qu'on a une certaine limitation en termes de data. Voire même, si je peux me permettre, je pense qu'on n'y est pas encore et on aura des difficultés à y arriver, c'est-à-dire l'investisseur retail qui va vers des solutions algorithmiques et intelligence artificielle. Pour un principe réglementaire qui est clé, c'est que l'investisseur il doit comprendre son produit et il doit comprendre la stratégie d'exécution, la stratégie d'investissement qu'on lui propose. Donc on voit d'ailleurs aujourd'hui, il y a des fonds algorithmiques, des fonds quantitatifs, qui sont d'ailleurs principalement réservés aux investisseurs institutionnels parce qu'ils sont par définition considérés comme produits complexes. Alors certains s'ouvre tout de même avec des parts de fonds disponibles au retail, mais en l'occurrence, déjà, il y en a très très peu. Et en plus de ça, il s'agit de fonds qui sont basés sur des algorithmes qui sont très très simples parce que tout simplement, la stratégie d'investissement, elle doit être compréhensible par l'investisseur particulier. Et moi, je pense qu'en fait, on va avoir une certaine limite, un certain plafond de verre dans le sens où tant que la réglementation ne changera pas, eh bien, ça va être très très difficile de proposer ça aux investisseurs particuliers. C'est bien de faire le lien parce qu'on parle beaucoup des instituts, jusqu'à présent très peu des particuliers, on va parler des deux évidemment, mais c'est vrai que les algorithmes aujourd'hui déjà, c'est quoi, 40% des transactions sur les marchés boursiers ? Minimum, et aux États-Unis sûrement plus. Certainement, et en bourse on dit vraiment 40% parce qu'on va prendre en considération les market makers, on va prendre en considération les hedge funds, donc tous ces acteurs qu'on appelle traders haute fréquence, qui sont finalement exactement les clients que vous nous aviez décrits, c'est-à-dire des entités qui sont bien équipées pour recevoir et analyser très rapidement une grosse quantité de données et ainsi ajuster leur stratégie d'exécution quasiment en temps réel. Mais quelle place, encore une fois, s'il y a une montée en puissance avec l'IA, avec l'omniprésence déjà des algorithmes, quelle place pour les particuliers qui n'auront pas accès parce que c'est trop complexe à l'IA et qui se retrouveront marginalisés? Est-ce qu'il y a encore de la place pour les particuliers qui n'auront pas accès à ces nouvelles technologies comme l'IA? Alors je pense que vis-à-vis des investisseurs particuliers, autant ça va être très très difficile de leur proposer de l'IA, parce que par définition, l'IA va ajuster une stratégie d'investissement qui n'est pas anticipée, parce que c'est l'algorithme qui va finalement ajuster sa stratégie. Et puis il faut l'accord du client surtout. Et donc il faut l'accord du client, il faut que le client il le comprenne. Par contre, des services algorithmiques proposés par les investisseurs particuliers, il y en a déjà beaucoup. Oui, on a dit que c'était pas la même chose. On a dit que c'est pas la même chose en effet. L'IA, c'est pas la même chose que. Tout à fait. L'algorithme, c'est l'IA au niveau zéro entre guillemets. C'est ça. Donc moi, je pense en effet que l'algorithme pour les particuliers, ça existe déjà et ça va se développer et ça va aider les investisseurs particuliers. Mais par contre, en termes d'IA, ça va être un petit peu plus complexe. Pardon, je pose la question. Elle est vraiment très simple, mais tout le monde qui nous regarde dans cette émission doit se la poser. Si je demande à ChatGPT quel est le titre qui aujourd'hui a le plus de potentiel, il me répond quoi? Est-ce que je l'écoute ou pas? Qui a envie de répondre à ça?
Personne ne veut se mouiller là. Non, mais je pense que ChatGPT, c'est un exemple concret de comment l'IA va être démocratisée dans les années à venir. Elle va s'ouvrir justement aux investisseurs retail également. C'est qu'une première étape, à mon avis. L'algorithme derrière ChatGPT, nous, on l'utilisait depuis maintenant plusieurs années. Il est mainstream, il est connu finalement par tous les acteurs IA professionnels. Aujourd'hui, OpenAI l'a mis entre les mains de monsieur et madame tout le monde. Et je pense que ce n'est qu'un début et que derrière, effectivement, il y a AutoGPT qui va arriver, qui va permettre aussi de pouvoir aller encore plus loin que simplement une simple recherche sur ChatGPT, qui va permettre aussi de développer des vrais outils, de vrais algorithmes, peut-être sophistiqués. Il y aura certainement une limitation, parce que derrière, malgré tout ce qu'on dit à chaque fois, c'est que derrière l'algorithme, il y a un humain, une expertise fondamentale. Et j'insiste vraiment là-dessus. Moi, mes équipes, ce ne sont pas que des data scientists ou des développeurs, ce sont des vraies personnes qui connaissent les marchés financiers et qui ont une certaine expertise. J'ai peu ma réponse à ma question, encore une fois. Si, professeur, là, qu'est-ce qui se passe si je demande à ChatGPT aujourd'hui quel est le titre qui a le plus de potentiel? Qu'est-ce qui va chercher comme information? Je pense que vous appelez plus de potentiel. Le plus de plus-value, la plus-value boursière la plus élevée. Sur quels critères, quels arguments? Je ne sais pas, sur le marché français, il faut le marché expliquer américain. à ChatGPT quels sont les critères à partir desquels je vais savoir qu'il y a plus ou moins de potentiel. En fait, il y a un point sur lequel, dont on n'a pas parlé jusque-là, c'est qu'on est sur des marchés qui sont incertains et on parle d'incertitude. Quand je me demande quel titre acheter ou quel titre vendre, je fais une hypothèse de probabilité que ce titre va monter, ce titre va baisser. Ouais. Ça veut dire que quelque part, je tire parti des informations dont je dispose, passées ou présentes, avec le big data et l'information importante que j'ai des éléments statistiques et des moyens statistiques qui permettent de le faire, et je dois déterminer quelle est la probabilité que ce titre augmente particulièrement bien ou ce titre baisse particulièrement bien. Mais je n'émets que des hypothèses, que des probabilités. Je ne vais pas avoir d'éléments certains, je ne peux pas dire certainement ce titre-là il va faire plus 50%. Je vais avoir la probabilité que ce titre augmente particulièrement dans les 2 jours à venir, la semaine à venir ou le mois à venir. Mais je ne peux pas avoir d'éléments certains. Donc simplement, l'IA va simplement me donner des probas. Va me dire une bonne probabilité que tel titre fasse ça ou que tel titre fasse ça. Mais on prend ça au sérieux ou pas? Je me tourne vers l'AMF. On prend ça au sérieux encore une fois, si en termes de probabilité, ChatGPT nous dit il y a de probabilité de X% que ce titre-là performe de temps. Ça existe aujourd'hui, donc nous on est obligés de faire avec dans nos univers de régulation, de supervision de marché financier. C'est des nouveaux acteurs qu'on voit arriver, qu'on regarde. Si vous me demandez, d'abord, moi j'en utilise des outils de ce type. Oui, pas pour acheter ou vendre des actions. Non, pas pour acheter des actions, mais pour faire mieux mon travail de supervision de marché financier. C'est-à-dire par exemple, j'ai une équipe de surveillance des marchés où j'ai plein de data scientists qui ont des grosses bécanes, qui moulinent des millions et des milliards de données. Vous ne vous rendez pas compte, en 10 ou 20 ans, le nombre de données supplémentaires qui sont collectées sur tout ce qui se passe sur les marchés, sur tous les carnets d'ordre. Et ces milliards-là, écoutez, pardon, mais ce n'est pas à la main qu'on les exploite. Donc, on a des machines, on a des traitements automatiques. Pour surveiller Non, pour surveiller, mais aussi à partir de ces milliards-là, pour mettre en place des algorithmes qui sont eux-mêmes apprenants pour aller vers où on a des potentielles manipulations de marché. Et c'est là où on utilise ce type d'outils parce que on est bien obligé de faire notre travail avec. Et en quoi ça vous a aidé sur un cas pratique, un cas concret? On détecte aujourd'hui des possibles manipulations de marché que jamais on aurait détecté il y a 5 ans ou il y a 10 ans avec ce genre d'outils. Les données sont tellement énormes et vont tellement vite que après, on n'est pas parfait, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais il est clair qu'on voit aujourd'hui des choses à cause de ces outils qu'on n'aurait jamais vues il y a 3 ans ou il y a 5 ans. On a des outils qui apprennent et qui après... Donc, en tant que régulateur, vous êtes amené à l'utiliser de plus en plus. Qui est utile pour nous, comme pour d'autres. On fait avec. Évidemment, c'est compliqué et c'est cher. Ça, c'est sûr. Mais sinon... Pourquoi c'est cher? Parce que je dois investir, on doit dépenser des millions dans l'existence de ces données, dans tous ces flux de collecte et puis après des flux de traitement. Pour moi, régulateur, j'ai un budget malheureusement assez encadré et je dois... et la ressource humaine, les data scientists. Et la ressource humaine qui est associée, tous ces data scientists aussi, absolument. Après, s'il y a manipulation, il y a aussi amende et potentiellement... Oui, mais les amendes, elles vont au trésor public, elles ne vont pas chez moi. Donc, moi, je suis en conflit d'intérêt, je ne peux pas les toucher directement. J'aimerais bien, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Bon, vous avez regardé...
Faut-il supprimer sur l'AMF, sur ChatGPT alors? Oui, alors je ne me suis pas amusé à regarder quelle est la valeur, mais quand j'ai... J'ai pas toujours ma réponse non plus, mais on y reviendra Moi, après. je me suis amusé parce que je voulais savoir comment ça marchait. Donc effectivement, j'ai regardé sur ChatGPT et je lui ai posé une question très bête. Faut-il ou pas supprimer l'AMF? Je voulais savoir si je servais à quelque chose. C'est une Elle a question, répondu non, supprimer etc. Bodal Julvini, pas l'AMF. Non, il était beaucoup plus subtil que ça. En 3 secondes, j'ai été très impressionné parce que j'ai eu une copie de 6 pages absolument parfaite, avec dans un français extraordinairement léché, partie, point, contre-argument, etc., où il me disait que je servais à quelque chose, mais avec des arguments extrêmement balancés, la thèse, l'antithèse, la synthèse. J'avoue que j'ai été bluffé. Donc il n'a pas En répondu. quelques secondes. Il a fait thèse, antithèse, synthèse. Oui. Et sur la synthèse, il disait quoi alors en synthèse? Après, quand après je me suis amusé à orienter la question, on voyait qu'il orientait aussi la réponse. Mais au départ, sur une question neutre, sa synthèse était quand même plutôt favorable à l'utilité de l'AMF, mais en mettant aussi les limites. J'avoue que j'ai été bluffé par la qualité de la copie et j'ai aussi compris pourquoi dans toutes les facs et hautes universités, quand on pose ce genre de questions bêtes aux étudiants, avec ChatGPT ou pas, je pense que ça change le niveau des copies. Ouais. Daniel Haguet, il m'avait dit, ce qu'on a préparé un peu l'émission, c'est parler que pour voir les étudiants s'ils utilisaient ChatGPT ou pas, il y avait une technique. Il fallait regarder les fautes d'orthographe. S'il y en a, c'est que ce n'est pas le cas. S'il n'y en a pas, c'est Voilà. Mais comme la nature, c'est drôle, comme la nature hors du vide et l'économie en particulier, il y a des... On peut demander... Il y a des IA qui permettent de déterminer si c'est fait par une IA. Voilà. Des IA pour sauver d'autres IA. Voilà, qui t'a rajouté les fautes d'orthographe. Et qui peuvent rajouter des fautes d'orthographe pour faire croire que ça n'a pas été fait par une IA. Je trouve ça génial, enfin en même temps angoissant. Monsieur Euronext, on a testé ChatGPT ou pas? On a posé une question, alors pas faut-il supprimer Euronext évidemment. Non, alors pas au niveau Euronext, mais moi je l'ai fait d'un point de vue totalement personnel. Et justement, j'avais interrogé ChatGPT, savoir justement quelle était la valeur sur laquelle il fallait investir. Ah ben merci, je vais avoir ma réponse. Et ben, finalement, la réponse, elle n'était pas très claire. Et c'est pas pour rien, c'est parce que je pense que l'IA n'est pas en mesure d'avoir une réponse assertive en disant c'est cette valeur. Parce que déjà, elle n'a pas toutes les informations, même si elle a beaucoup d'informations, et même elle sera limitée, mais ne serait-ce que pour des raisons d'infrastructure technologique. Aujourd'hui, les professionnels... Puis c'est de la prévision, on demande de la prévision. C'est de la prévision, donc il y a du risque, et tout simplement, il n'y a pas de réponse parfaite. Parce que, par exemple, si on va dire la valeur qui a le plus de chances d'avoir énormément de performance, c'est aussi potentiellement une valeur qui a le plus gros taux de risque. Donc, finalement, il n'y a pas de réelle réponse à cela. Et d'ailleurs, on ne l'a pas suffisamment dit, mais quand on pense aux hedge funds qui utilisent de l'intelligence artificielle, ou du moins de l'algorithme, pour rechercher la performance, mais c'est aussi pour aller retrouver les potentielles situations à risque. Et pour ça, c'est aussi très, très utile. Mais même l'intelligence artificielle n'a pas réponse à tout. Et donc, vous avez répondu quoi alors? Avec énormément de conditionnels, avec beaucoup de propositions, avec des choix, des probabilités, etc. Mais finalement, à la fin, je n'avais pas de réponse qui était véritablement claire. Rizlen, c'est une, et pour tout le monde aussi, c'est une, ou ce n'est juste une simple aide à la décision? Comment, dans le processus décisionnel d'un investisseur, je vois en particulier, je sais qu'on parle beaucoup des instituts et des professionnels, mais là pour le coup, il y a je pense beaucoup de particuliers qui nous regardent. Comment est-ce que ces outils-là, ChatGPT ou d'autres, peuvent nous aider, nous induire en erreur? Qu'est-ce qu'on prend au sérieux? Qu'est-ce qu'on prend avec des pincettes? Et en quoi ça nous aide ou ça ne nous aide pas? Alors, moi je pense que ça peut faciliter des recherches, ça peut faciliter un certain niveau de compréhension. Par exemple, nous, on utilise ChatGPT pour de la bibliographie. Quand on fait de la recherche, c'est très utile pour s'assurer qu'il y a une certaine exhaustivité sur toute la littérature que nous avons à disposition en interne. Ça nous aide aussi pour nous poser la question s'il n'y a pas de nouvelles sources de données qui commencent à arriver dans le monde et qu'on n'a pas vu passer, que nos data hunters n'ont pas vu sur le marché. Donc ça aide, ça permet d'avoir une recherche beaucoup plus poussée. Mais vraiment, l'utiliser pour une prise de décision, je trouve ça extrêmement dangereux. Aujourd'hui, ça l'est et je pense que ça le sera encore pendant un long moment. Parce que justement, je pense que malgré tout, ChatGPT est fait pour recracher une information sur la base d'un corpus qui est prédéfini, qui est limité et qui reste très généraliste. Là, on lui pose des questions très très précises. Enfin, c'est une certaine expertise, comprendre les marchés, comprendre finalement les fondamentaux derrière, les drivers, etc. Et la machine aujourd'hui... Qui apprend. Il apprend, bien entendu, il continue d'apprendre, mais il peut aussi apprendre sur la base d'erreurs. Vous l'avez vu?
Vous avez vu des erreurs, vous, quand vous avez posé des questions? Oui, ben, on sait tous, il y a des erreurs qui ont été, il y a des énormités qui ont été recrachées par ChatGPT, bien entendu. Ah, c'est ce petit bruit-là. Je citais l'exemple à une époque. Pardon, on vous coupe 2 secondes, mais c'est juste qu'il a fait un petit bruit. Je citais l'exemple de journaliste bien connu, qui s'appelle Berkoff, comme chacun sait libanais, qui avait demandé à ChatGPT de parler de lui. Que sais-tu de moi, d'André Berkoff? Et ChatGPT a répondu né à Tunis, alors que chacun sait qu'il est né à Beyrouth, et ancien journaliste sportif, alors que Berkoff dit lui-même qu'il n'a jamais fait de journaliste sportif. Donc c'est un peu compliqué en fait. Des fois il y a des erreurs. Même tous les algorithmes, il faut dire, il n'y a jamais 100% de précision dans aucun algorithme IA. Il y a toujours un intervalle de confiance, il y a toujours des scores, et derrière chaque algorithme qui est live, il y a des gens derrière qui vérifient systématiquement, de manière un peu aléatoire, que l'algorithme continue d'être performant par rapport à certaines métriques, de précision, etc. Et sur le CAC 40, pardon, qu'est-ce que pourrait nous dire, en quoi ça pourrait nous aider sur le CAC 40, si on a ChatGPT? Est-ce que le moment est venu d'acheter aujourd'hui ou pas? Il nous répondrait quoi? Est-ce qu'il faudrait l'écouter ou pas? Je pense qu'il faut poser des questions beaucoup plus précises que ça. Ouais. Pour commencer, il faut lui dire, est-ce que c'est le bon moment pour acheter maintenant? Enfin, essayer d'avoir une analyse, que s'est-il passé sur les marchés clairement aujourd'hui? Enfin, de vous recracher du contexte beaucoup plus précis. Et c'est à vous de vous construire une idée par la suite. N'attendez pas de ChatGPT de vous dire exactement quelles recommandations faire. Mais allez vraiment avoir des questions très 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 précises et une question qui, dans son périmètre, dans son champ de compétences. Ça serait quoi alors la question qu'on peut poser? Pour le coup, on va le faire dans l'autre sens, qu'on peut poser à ChatGPT. Alors, je m'amuse pas et dont la dessus. réponse pourrait nous être utile, encore une fois, à la prise de décision, parce que c'est ça le sujet. Oui. Alors moi, je ne m'amuse pas vraiment sur ChatGPT, pour être tout à fait honnête, mais je pense par exemple, un sujet qui est important aujourd'hui depuis un certain moment maintenant, c'est l'inflation. On peut poser par exemple à ChatGPT des questions sur... Enfin, si Christine Lagarde ou Jérôme Powell ne savent pas où va l'inflation, je ne suis pas sûr que ChatGPT le sache. Non, on ne lui demandera pas de savoir vers où va l'inflation, mais au moins comprendre un peu si on a une compréhension des sous-composantes d'inflation, etc., de comprendre un petit peu la direction que ça prend à l'heure actuelle. Donc à vous écouter, ce n'est pas pertinent en tout cas d'utiliser ces outils à base d'intelligence artificielle générative pour les particuliers, pour la prise de décision. Je ne sais pas ce qu'en pense après aussi l'AMF ou Euronext. Moi je pense que l'intelligence artificielle peut se tromper parce que les sources qu'elle utilise peuvent être erronées, déjà. On parle de ChatGPT, ils sont très très bons pour aller consolider des sources d'informations. Parfois, les sources d'informations peuvent être contradictoires. Donc, ce que je pense, c'est que ce soit au niveau de ChatGPT ou d'un point de vue conseil au trading, parce qu'on parle de ça, quoi qu'il en soit, il faudra vérifier ce que propose une intelligence artificielle. Elle ne fera qu'une proposition, mais je pense que ce serait une grossière erreur de faire 100% confiance à ce que pourrait proposer une intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ça, on le voit aussi dans le monde de l'algorithme standard. Les professionnels du trading, eh bien, ils vont avoir des algorithmes et ils vont les tester, ils vont faire un suivi, ils vont les rectifier. Et aucun algorithme n'est parfait. Et c'est d'ailleurs leur job, c'est améliorer l'algorithme de manière à ce qu'il soit de plus en plus fiable. Côté MF, comment on réagit? Pareil? Non, si on est sur ChatGPT, la question que je voulais vous reposer, c'est est-ce que l'intérêt, c'est pas plutôt d'avoir un capteur avec des bases incroyables de données pour savoir ce que l'ensemble des acteurs va penser de l'inflation qui va sortir dans 15 jours ou dans 3 mois. En calationnant ça, si vous y arrivez de manière plus efficace que tous les savants ou autres qui le font, vous pouvez non pas savoir ce que pense forcément Christine Lagarde, mais savoir un peu avant les autres ce qui va sortir demain ou après-demain sur le marché. C'est plus ce jeu-là que je vois avec la valeur ajoutée d'outils comme ChatGPT ou ses semblables. Oui. Nous, on le fait aujourd'hui, mais sans ChatGPT. C'est-à-dire que ChatGPT peut vous donner un certain consensus. Le consensus, vous l'avez avant la publication des chiffres officiels. Nous, par exemple, les données qu'on donne sur l'inflation, c'est une mesure qui est journalière et qui est basée sur des données purement des données de prix, vraiment de marché, qu'on va aller récupérer en temps réel. Qui convergent vers le chiffre final qui sort officiellement. Voilà, le but, c'est d'être le plus proche possible. Finalement, c'est ce qu'on appelle le nowcasting. Donc, c'est la prédiction, la prévision réelle, en temps réel, de toutes les variables économiques. Et donc, l'idée, c'est que, par exemple, le 30 du mois, le 30 ou le 31 du mois, vous avez le chiffre d'inflation qui va être publié par l'INSEE, qui va être publié et qui va être sorti par le consensus.
Et en général, vous vous rapprochez du chiffre Bien entendu, on a des métriques de corrélation. Bien sûr, le but du jeu, c'est d'être le plus proche possible. Mais surtout, l'intérêt, c'est quoi? C'est en plus d'être très proche de la publication du chiffre officiel, c'est d'avoir cette visibilité en cours de mois. Là où personne ne sait pendant un mois vers où va l'inflation, quelle est la traîne, ben nous, on le sait. On voit les accélérations et décélérations. Mais la question, c'est aussi d'être meilleur que le voisin, parce qu'il y en a beaucoup qui font comme vous. Et après, chacun son approche. Chacun son approche. Oui. Et chacun a sa propre sauce secrète. Et effectivement, il y en a qui utilisent aussi les données officielles pour améliorer les modèles. Il y en a qui utilisent que les données alternatives disponibles en temps réel. C'est notre cas. Et le but, justement, c'est d'être meilleur que les autres. Oui. Non, je voulais rebondir aussi sur le trading, parce que nous, c'est évidemment une de nos missions, c'est de surveiller ce qui se passe. Et on voit bien qu'avec ce type d'outils, aujourd'hui, je peux avoir des comportements manipulatoires qu'une machine va optimiser beaucoup plus facilement qu'un humain. Et c'est là où pour nous c'est intéressant dans ce qu'on détecte, c'est ce type d'outils qui peut, vous prenez par exemple d'une manière assez systématique sur certaines valeurs un peu liquides mais pas trop arbitrées, voire des incohérences, comment on appelle des imbalances, des déséquilibres de carnet d'ordre. Et puis avec ce type, vous programmez quelque chose et vous apprenez petit à petit. Et après, vous allez tomber dans des manipulations que les spécialistes connaissent bien, du pump and dump, où on va, par exemple, ça, nous, c'est quelque chose qu'on regarde et on voit des risques. Parce qu'après, évidemment, on va nous dire c'est la machine qui a tout prévu, etc. Oui, mais c'est celui qui est derrière qui sera responsable de la manipulation. Et quand on optimise des comportements de trading, on peut franchir la barrière en optimisant tellement bien qu'on tombe dans ce qu'on qualifiera de manipulation de marché. Et là, vous n'avez pas le droit et c'est notre boulot. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous, je dis pour aujourd'hui, pour les années qui viennent, un vrai challenge. Il y aura un corpus idéologique justement à construire autour de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, il y a des robots advisors, mais ils ne prennent pas la décision à la place de l'humain, puisque ça encadre, j'imagine, d'un mandat, d'un profil de gestion. Je ne suis pas un expert du sujet non plus. Donc, Non, mais là-dessus, c'est assez simple. Robot advisor, ils sont advisors. Oui, Ça veut dire qu'ils conseillent. En manipulation, c'est celui qui va passer l'ordre. Après l'institution, la personne physique, la personne morale, quel que soit l'outil qui va être responsable. En tant que régulateur, je dois être technology neutral, comme on dit, indifférent à la technologie. Je regarde après ce qui est fait, peu importe que ce soit généré par une machine, par un humain, par une machine qui utilise de l'IA générative ou qui utilise des algorithmes d'il y a 5 ans ou d'il y a 15 ans. Mais après, je peux voir des nouvelles manipulations qui arrivent. Et après, on a des règles du jeu qui sont compliquées, qui sont subtiles, des jurisprudences qui vont nous dire ça c'est irrégulier, ça c'est probablement régulier, et c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Et comment protéger dans ces cas-là les particuliers notamment, puisque c'est l'AMF qui pourrait écouter aveuglément encore une fois un conseiller virtuel, ChatGPT, sur l'achat de telle ou telle valeur. Attendez, comment je peux protéger? Si je surveille le marché et j'essaye d'éviter une partie, je ne suis pas trop optimiste, une partie de manipulation, je protège le marché, donc je protège tout le monde, y compris les particuliers qui vont sur le marché. C'est ma vocation, je ne dis pas que j'y arrive à 100%, c'est évident, mais c'est ma vocation, et là-dessus, je n'ai pas de doute, dès qu'on vient en tant que surveillant de marché, on participe de l'intégrité, donc on défend tout le monde, y compris le retail. Ouais. Après, l'autre question que vous posez, c'est qu'est-ce que fait le retail face à des outils dont il ne dispose pas. Il va utiliser un certain nombre de logiciels, etc., basiques, mais il ne va pas aller au niveau... Donc il sera marginalisé, potentiellement, il peut être marginalisé face à ceux qui auront accès à cette technologie-là. Il va être défavorisé par rapport... là-dessus, moi, je n'ai pas de réponse, sauf à dire régulièrement en particulier, attention, quand vous venez en bourse, prenez plutôt un horizon long, diversifié. Et on revient basique. En gros, ne jouez pas contre la machine qui est beaucoup mieux équipée de vous. Mais ça, c'est même pas nouveau. C'est pas nouveau, oui. Dès lors qu'on a commencé à automatiser les stratégies d'exécution, qui a été principalement développée chez les professionnels plutôt que chez les particuliers, eh bien, il s'est créé un certain écart entre le particulier et le professionnel, avec un professionnel qui est par nature oui, mais là, on n'est pas à un moment donné où cet écart-là va diverger de manière exponentielle. Et qu'il y aura une fracture qui va être de plus en plus vaste entre ceux qui ont la technologie et ceux qui ne l'ont pas, les particuliers et les professionnels.
J'aurais tendance à dire que plus il y a de technologie, plus justement cet écart va s'élargir. Oui. Oui, oui. Donc ça pose quand même des questions, encore une fois. Pour les particuliers, dans ces cas, on revient au basique, à savoir effectivement l'investissement de long terme, diversifié, etc. etc. Vous me disiez, Benoît Juvigny, que c'était glouton en capital. Est-ce que d'investir dans ces machines? Oui. Mais ça, c'est parce Vous que qui je suis en l'avez dit. charge du budget Oui, de oui. l'AMF Non, et est-ce que que vous aurez- non, mais je vais est-ce que tous vous les aurez ans les voir le moyens ministère des Finances en demandant que mon plafond de ressources Bien soit sûr. augmenté. Est-ce que vous aurez les moyens, justement, parce que face à ça, il y a un développement sûrement exponentiel de l'IA sur les marchés, vous aurez les moyens financiers pour justement... Alors là, ça fait partie de mes inquiétudes. On a des moyens substantiels. Est-ce qu'on en aura suffisamment vu ce dont on a besoin? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Mais la question se posera. Oui. Il faudra toujours de l'humain, encore une fois, je pense au particulier. Le conseil humain derrière sera toujours utile, encore une fois, quand on est un particulier ou même un institut, parce que vous connaissez ça bien aussi. Il faudra toujours, in fine, la décision d'investissement revient à l'humain. Elle doit rester à l'humain. Absolument. Enfin, nous, c'est notre parti pris, c'est notre approche, et c'est vraiment notre philosophie. Et on pense que l'humain est clé dans un processus de prise de décision. Donc l'IA, c'est un outil formidable. C'est une technologie incroyable qui nous permet aujourd'hui de faire des choses et d'automatiser des choses qui n'étaient pas possibles par le passé. Exemple, encore une fois, parce qu'on a compris effectivement, avoir de la data en temps réel sur l'inflation, on voit bien l'intérêt, plutôt que d'attendre le 30 du mois ou tous les 3 mois d'avoir les chiffres d'inflation. En termes de capacité de traitement de données, enfin, aujourd'hui, de manière automatique, systématique, vous allez avoir tous les reportings, tous les articles de presse, toutes les vidéos sur des blogs une aide à la qui décision. sont analysés de manière systématique. Exactement. En fait, c'est vraiment la richesse d'informations que l'IA va vous apporter. Après, libre à vous de savoir comment vous allez utiliser cette information-là. Donc effectivement, on va pas l'approche se veut être drivée par du fondamental, par une vraie compréhension, par une vraie expertise. Quand je dis que je vais aller analyser la croissance économique d'un pays, ça veut dire que je comprends fondamentalement ce qui va driver la croissance économique. Et je vais descendre tous les paramètres, un à un. Et pour chaque paramètre, je vais avoir une donnée qui va être plus relevante qu'une autre, plus pertinente qu'une autre. Et donc c'est l'humain qui drive ce processus. C'est lui qui injecte cette expertise, cette connaissance fondamentale des variables économiques et des drivers. Et derrière, bien entendu, on ne va pas crincher de la donnée de manière aveugle, mais on va y aller de manière très très ciblée. Et donc la capacité d'aller analyser toute cette masse d'informations qui n'était pas possible par le passé, on prend souvent l'analogie que ça nous permet d'avoir une armée d'analystes quantitatifs. C'est comme si on en avait une armée finalement. Mais ça, c'est la machine qui le fait, c'est l'algorithme qui va le faire. Et il va nous donner en output une information qui est précise, qui est fine, qui est agrégée. Qui est juste ou pas et qui est biaisé ou pas. Et je reviens au tout début, moi ça m'a marqué, en fait je n'ai pas pensé à cette idée que derrière, effectivement, il y a un codeur et qu'il y a un biais qui est adverse ou pas au risque. C'est un sujet ça, non? Je sais pas qui, Et ça répond à la question de l'humain. Et je pense que l'humain il est indispensable parce qu'il n'y a pas de conseil en investissement parfait. Par contre, il y a une stratégie d'investissement qui est la mieux adaptée à l'investisseur lui-même. Et justement, là où l'humain est essentiel, c'est pour connaître l'investisseur. Sans connaître l'investisseur, on ne peut pas lui proposer une stratégie d'investissement totalement adaptée à ce qu'il recherche, son appétence au risque, sa recherche de performance, ses capacités, ses projets personnels même tout simplement. Et c'est pour ça que je pense qu'à aucun moment l'IA sera un outil parfait pour le conseil au trading pour les investisseurs particuliers en soi. Il y aura toujours des limites selon moi. Et d'ailleurs, même ce qui est intéressant pour répondre à votre question, vous suggériez que potentiellement on perdra le côté émotionnel du trading des particuliers à cause de la technologie, de l'algorithme, de l'IA. Parce qu'il y a du bon d'ailleurs, pardon. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a l'effet inverse aussi. C'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui vont considérer le comportement du retail en bourse pour pouvoir prendre en considération ce côté émotionnel dans leur algorithme. Et c'est pour ça d'ailleurs que les hedge funds, les market makers, ils sont très très à l'écoute du flux du retail en bourse parce qu'ils ont besoin de prendre en considération ce facteur émotionnel parce qu'ils savent que ça va compter sur le devenir des marchés finalement. C'est le sentiment index. Il y a des théories sur lesquelles les particuliers seraient plutôt contrariants et les instituts seraient plutôt suiveurs. Et donc les deux se compenseraient. C'est marrant, j'aurais pas dit que les particuliers étaient contrariants spécialement, mais... C'est les chiffres sont venus dire ça. Ouais. Et qu'on aura un effet de liquidité qui fait que quand les instituts voudraient vendre, les particuliers achètent et inversement.
qui fait que la liquidité viendrait des uns pour les autres. Et quand les instituts veulent vendre et les particuliers sont en face pour acheter, et inversement, quand les particuliers veulent vendre, c'est un institut qui achète. C'est Rockefeller quand même qui disait que quand il posait la question à son chauffeur de taxi s'il fallait acheter ou pas, ou que non, quand son chauffeur de taxi disait il faut acheter ce truc-là, en général c'est qu'il fallait le vendre parce que c'était trop tard. Non, tout le monde connaît l'anecdote, j'imagine. Non, je voulais faire un lien, moi, avec le débat réglementaire qu'on a aujourd'hui sur le payment for order flow. Les flux des particuliers, ils sont tellement intéressants qu'aujourd'hui, certains institutionnels se battent pour les acheter en bloc. Ouais. Ça, et on a un vrai débat réglementaire en Europe qui est vraiment très chaud en ce moment, entre ceux qui disent « attention, ces flux de particuliers, c'est pas possible ». C'est monnaie courante aux États-Unis, pardon, ça. Oui, ça dépend. Les réglementations c'est même un standard. Oui. Les réglementations sont différentes selon les pays. C'est interdit en Angleterre, c'est possible aux États-Unis. Et en Europe, on est très opposés. Il y a les Hollandais, les Français d'un camp, les Allemands dans l'autre. Et tout ça, c'est parce que ce flux non informé peut être intéressant. C'est ce que disent les Allemands, à un institutionnel, une banque d'investissement qui va acheter et en échange, le particulier, on va lui dire c'est gratuit, allez-y, tradez. Nous, on dit attention, c'est pas très responsable derrière parce que l'utilisation que fait l'institutionnel, vous particulier, vous en rendez pas compte. Il vaudrait mieux que vous payiez un petit quelque chose quand même et que. En quoi ça lui sert, à l'institutionnel d'avoir des infos sur ses clients, sur les particuliers, c'est sur le. Il y a deux choses. Il y a déjà l'information, parce que comme on l'a dit, le flux en provenance du retail permet d'avoir de l'information sur l'émotion du retail qui doit être pris en considération dans ces algorithmes. Et après, il y a une deuxième chose, c'est que ces plateformes de payment for order flow, c'est des plateformes où il n'y a pas de compétition de prix. C'est-à-dire que le retail, il va exécuter que face à une seule et même contrepartie. Donc, si moi je suis contrepartie de tout le flux retail sans être mise en compétition, grossièrement parlant, je peux l'exécuter au prix que je souhaite. Et c'est pour ça que j'ai deux raisons de rémunérer un courtier pour qu'il m'envoie les ordres de ses clients. C'est de 1, j'ai de l'information purement retail, et de 2, je peux l'exécuter au prix que je le souhaite. Parce que au détriment du client, pour le coup. Au détriment du client. Et c'est pour ça que ces courtiers, finalement, eh bien, ils vont présenter des offres très très peu chères, voire même gratuites. Parce que finalement, ils vont se faire rémunérer. Ils vont se faire la cerise sur le passage d'ordre. Voilà. C'est pour ça que je les aime pas, qu'on n'aime pas ce type de modèle à l'AMF, et j'espère que dans les débats européens en cours, on obtiendra avec quelques alliés européens. Oui, parce que c'est une fausse gratuité. Enfin, c'est une gratuité qui coûte très cher. L'adage, quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Information is key. Information is key. Un petit mot juste, parce qu'il nous reste quelques minutes avant la cérémonie des remises des prix des Palmes d'Or. Juste les risques qu'on a ou pas sur les métiers de la finance avec l'IA. Parce que qui dit masse de données dit peut-être aussi un risque pour les analystes, dont c'est aussi un peu le boulot, même si on peut les imaginer monter un peu en compétences. Sur les conseillers financiers aussi, puisque si derrière l'IA peut émettre aussi des recommandations, etc., etc. Vous en pensez quoi, chacun vu de sa lorgnette ? Pour moi, c'est évident. On va avoir un changement économique, social, sociétal énorme pour les métiers financiers et pour d'autres métiers. Ce qui est différent peut-être par rapport à d'autres innovations technologiques qu'on a eues, c'est que ça va s'attaquer à un public de gens compétents. Les gens qui sont en bas, les gens qui sont en bas de l'échelle sociale aujourd'hui, c'est pas eux qui vont, contrairement aux autres automatisations qu'on a pu avoir, eux ils vont pas souffrir. Ceux qui vont souffrir, c'est des gens qui sont bien insérés, qui ont une vraie compétence et dont la compétence, à mon avis, va être soit concurrencée ou remplacée par un outil d'intelligence artificielle, soit peut-être aider. Il y a déjà aujourd'hui des économistes qui sont assez intéressants là-dessus, qui nous disent, regardez la productivité, les croissances de productivité qui sont proches de zéro, qu'on a en Europe, aux États-Unis depuis des années, et on va être sauvés par l'intelligence artificielle qui va nous redéplacer l'emploi. Qui devait nous rapporter de la productivité, on ne l'a pas vu. On l'a un peu vu, on ne l'a pas beaucoup vu, c'est vrai. Moins que ce qu'on nous avait prédit. Absolument. Donc aujourd'hui, est-ce que ces mêmes économistes ont raison ou pas sur l'intelligence artificielle ? Vous avez raison. C'est une très bonne question, mais on voit qu'il y a des métiers de la finance. Quels sont les métiers qui sont en risque dans la finance ? Quels sont les métiers de la finance qui sont en risque avec l'IA ? Analyste, trader, conseiller possiblement. Oui, quand même, donc ça en fait quelques-uns, quoi. Oui, quelques-uns. Banque d'affaires principalement. Bon. Un peu asset management.
D'ailleurs, il suffit Oui, donc de- tout le monde, quoi, finalement. Merci. Non, mais il y a un cas concret. On regarde une salle de trading dans une banque traditionnelle et une salle de trading chez un market maker HFT. HFT de trading haute fréquence. Tout à fait, pardon. On n'a pas le même nombre d'employés. La taille de la salle est complètement différente. Là, il y a de la productivité, je vous rejoins. Là. Bon, il nous reste quelques instants. Juste un truc, parce que ce boom de l'IA, ça rappelle quand même un petit peu la bulle Internet, quand on voit encore une fois l'effervescence, les hausses de cours. Après, personne ne veut rester évidemment à quai et tout le monde veut en être si vraiment tous les gains de productivité, je reviens encore une fois, sont délivrés et c'est source à la fois de croissance et de productivité. Est-ce que cet enthousiasme, cette effervescence, cette fièvre acheteuse, quand on se compare encore une fois à la bulle Internet, dont on sait très bien comment elle s'est terminée, c'est-à-dire mal, même s'il y a eu quelques vainqueurs, qu'est-ce qu'on dit à celles et ceux qui nous écoutent? Allez, chacun peut répondre, parce qu'après on va devoir rendre l'antenne, parce qu'après il y a une cérémonie. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un outil de progrès, de développement. Enfin, on a beaucoup parlé de Oui, mais finances tout a un principalement. Oui, bien entendu, mais on a parlé de beaucoup de finances. Mais il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle est utilisée aussi dans d'autres domaines, dans la Santé, médecine. droit. Exactement. Enfin, je veux dire, c'est partout, c'est autour de nous, on vit avec, on est tous exposés aujourd'hui à l'intelligence artificielle, et c'est un facteur moteur de progrès et de développement. Quand on parle d'un point de vue purement, si on considère que le secteur financier, moi je pense que ça nous a au moins permis d'avoir plus de transparence. Je parle par exemple sur certains pays. Je donne l'exemple de la Chine. La Chine, c'est un pays où on ne peut pas faire confiance aux chiffres officiels de l'activité économique chinoise, par exemple. La Russie, ça fait 1 an qu'ils ont arrêté de publier les chiffres Et vous, vos économiques. data donnent quoi là-dessus? Bien entendu, Sur la Chine, ça donne quoi? Quand elle nous dit 5% de croissance au premier trimestre, c'est vrai ou pas? Ouais, je peux le dire aujourd'hui parce que justement il y a des articles qui sont sortis, mais Alors c'est vrai que nous on n'est pas très bullish sur la Chine en ce moment. On pense qu'il y a vraiment un certain ralentissement. Oui, mais tout le monde le dit. Mais ça fait un moment qu'on le voit et nous on a des chiffres sur l'activité manufacturière aussi qui le pointaient depuis un moment. On a l'inflation en temps réel en Chine. On a un nombre de choses en tout cas qui nous permet de voir cela. Sur la Russie, ce qui est aussi intéressant, c'est que maintenant tout le monde se dit on va voir l'impact des sanctions en Russie. Ça fait un moment qu'ils publient aucun chiffre officiel. Nous, on a de la transparence sur ce qui se passe en Russie. Ça a été publié il n'y a même pas... Et alors Non, on trouve que la Russie, ça fait un moment qu'ils ont ralenti. Si je prends juste les exports de pétrole, ça fait un moment que les exports de pétrole ont chuté en Russie. Et ce n'est pas lié justement à un ralentissement de la production de pétrole russe, mais c'est lié au ralentissement de la croissance, de la demande chinoise, principalement. Ouais. Allez, sur la question posée, à savoir, dans cette fièvre acheteuse, qu'est-ce qu'on dit encore une fois autour des valeurs de l'IA? On prend Nvidia, parce qu'on l'a largement commenté ici sur Boursorama, mais dont la valeur a pris 150% depuis le début de l'année, 1000 milliards de dollars de poids boursier. Je vais dire des banalités, mais on a dit que ça ne faisait pas tout l'IA, mais ça apporte tout de même beaucoup, et pas que dans le trading. Donc bien évidemment, si ça apporte, eh bien, il y a de fortes chances qu'il ne s'agit pas, du moins pour le moment, d'une réelle bulle. Après, véritablement, personnellement, je ne serais pas un spécialiste suffisamment... Daniel Aguet. Revenons aux bases. Je me donne un pourcentage de gain, un pourcentage de perte. Si ça monte de temps, je vends. Si ça baisse de temps, je vends. Oui, J'évite la bulle. Comme ça, j'évite la bulle. Je vends avant. D'accord, donc toujours garder des stop-loss. Un peu de prudence, des règles simples, de pourcentage de gain, pourcentage de perte. Bon. Bon sens, humain. Est-ce que l'AMF fait preuve de bon sens aussi? Non, je refuse de répondre à cette question en tant que régulateur. Je n'ai Oui, pas c'est le droit vrai. et je ne vais jamais vous dire. Je m'en doutais un peu. Je ne vais pas vous dire sur quelle valeur, quel secteur. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Ou s'il y a une bulle Non, aujourd'hui non, sur le marché. C'est l'appel à la prudence de se dire que voilà, tout le monde on a envie d'en être quand on voit les performances boursières et en même temps, on ne sait pas où ça va. Est-ce que les gains, encore une fois, la productivité sera ou pas à la clé? Voilà. Il y a beaucoup d'incertitudes. Je cite des études macroéconomiques que je lis, mais en tant qu'AMF, je ne ferai aucun pronostic, même sous la torture. Oui, ce n'était pas non plus le sujet. En tout cas, merci. Merci à tous les quatre. Rizlen Amrani, cofondatrice et directrice des opérations de QuantCube Technologies. Roland Prévost pour Euronext, Head of Retail Cash Equity. Comment on le dit en français déjà, la dernière fois? Responsable trading, marché actions en provenance des investisseurs particuliers. C'est plus simple pour Daniel Aguet, professeur de finance à l'EDEC Business School, membre de l'Institut français de finance et d'économie comportementale. Et puis on finit par l'AMF, Benoît de Juvigny, secrétaire général de l'AMF. Avant de se quitter, juste, il y a un truc qu'on aurait dû dire, qu'on n'a pas dit sur le sujet. On l'a traité de manière, ça pourrait paraître décousu, mais il y avait quand même l'idée
d'aller un peu dans tous les sens et de parler, on va dire, des points les plus importants, les plus saillants. On a oublié des choses ou pas? Sur qu'on aurait pu dire important sur le sujet. Sur les robots advisors, il y a rarement de l'IA dans les robots advisors. Hein? Il y a rarement de l'IA. Oui. Je veux casser un mythe, mais il y a rarement de l'IA dans les robots advisors. Oui, oui. Voilà. Mais ils le vendent comme tel, très souvent. Oui. Mais Un point, c'est que le marché, par définition, est aléatoire. Oui, merci de le rappeler. C'est un basique. Allez, le mot de la fin pour l'AMF. On n'a rien oublié, il n'y a pas un truc à... Non, ce dont je n'ai pas tellement parlé, c'est qu'il y a quand même au niveau européen des réflexions sur la réglementation de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui sont sur la table, qui vont être compliquées à gérer avec toujours le même difficulté entre d'un côté, est-ce qu'on va en Europe pour l'innovation ou est-ce qu'on est pour la sécurité, la transparence, et l'équilibre est vraiment en cours de discussion en ce moment. Il y aura des choix à faire. Comme d'hab. Un choix européen, sûrement de protection. Et c'est bien comme ça aussi, notamment quand ça va mal. C'est bien la protection. Allez, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. 18h53, c'est du direct, bien sûr, sur Boursorama. Surtout, vous restez avec nous parce que dans même pas 7 minutes, donc à 19h, il y aura cette cérémonie des remises de prix des Palmes d'Or des jeunes actionnaires. Voilà, ça va être la fête. Tout c'est à voir évidemment en replay sur Boursorama. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Donc, le direct revient dans quelques minutes.